Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Les céréales occupent une place importante dans l'alimentation des ménages en Afrique de l'Ouest. Chaque année, la région consomme 62 à 65 millions de tonnes de céréales. La demande alimentaire de la population ouest-africaine est de plus en plus focalisée sur les céréales. La consommation céréalière a triplé en moins de 30 ans. L'industrie céréalière nous intéresse aujourd'hui avec un accent particulier sur l'autonomisation des femmes, actrices clés de ce secteur. Et pour en parler, nous recevons deux invités de qualité. Maître Christiane Abiti Kouyaté, elle est cofondatrice de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, cofondatrice de la Coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, présidente de Femmes, Droits et Développement en Afrique Côte d'Ivoire, fondatrice de la plateforme des femmes pour gagner la PFG. Et on dira encore qu'elle est membre de l'ASCAD. Maître, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Après une somme d'expérience aux côtés des femmes, aux côtés, on dira, de la Côte d'Ivoire et à l'international, pensez-vous que les femmes africaines ont le positionnement qu'elles méritent? Malheureusement, elles n'ont pas le positionnement qu'elles méritent pour plusieurs raisons. Et les raisons, on va en parler tout à l'heure. D'accord. Sur le plateau, nous avons un autre invité, comme le disions à l'entame de nos propos, Tamno Begré, bienvenue. Lui, il est ingénieur des techniques agricoles, membre de la COPAGEN, qui est la coalition pour la lutte contre les OGM. Il est manager général de Gozen Impact International, une plateforme, du moins une start-up spécialisée, entre autres dans la production animale et végétale, ainsi que dans la formation. Bienvenue, Tamno Begré. Bonjour, monsieur Roman. Les femmes tiennent le secteur agricole en Afrique, on le sait très bien, et de génération en génération. Quand on parle de formation, la transmission de ce savoir-là, au niveau des femmes, comment ça se fait? La transmission se fait dans la pratique que les jeunes femmes ont auprès de leurs mamans, dans les activités familiales très souvent. C'est-à-dire elles vont au champ, dans les plantations avec... Un exemple très simple, dans la culture du riz, le matin, la jeune fille qui malheureusement ne va pas à l'école accompagne sa mère pour les travaux champêtres. Elle apprend à faire le semis, à faire le désherbage. C'est comme ça que l'apprentissage se fait, de façon traditionnelle. Et lorsqu'elle grandit, elle va céder cette pratique à sa descendance. D'accord, très bien. Maître, tout à l'heure, vous disiez que les femmes n'ont pas le positionnement escompté, le positionnement qu'elles méritent. Quel est le positionnement qu'elles méritent et pourquoi elles n'ont pas ce positionnement-là? Elles n'ont pas ce positionnement. Disons qu'elles ont un positionnement, mais qui n'est pas très intéressant, toujours par rapport à la famille, par rapport au développement de son village, par rapport au développement de sa région et par rapport au développement de son pays. Parce qu'elle s'occupe de travaux qui ne sont pas très rentables, parce que vous savez très bien, puisqu'on est dans les céréales, que les céréales ne sont pas aussi rentables, ne sont pas considérées comme des cultures de rente, telles que l'EVA, tels que le cacao, tels que le coton, tels que le bois. Il y a tous les moyens Donc, qui accompagnent. Elles sont confinées dans ces travaux champêtres qui ne sont pas très valorisants, alors qu'elles gagneraient à être valorisées parce que ces travaux qu'elles entreprennent dans le secteur agricole permettent l'alimentation de l'ensemble de la population. D'accord, vous parlez justement d'alimentation de l'ensemble de la population et ces différentes cultures ne sont pas des cultures de rente, donc ne bénéficient pas de toute, on dirait, de la publicité, des moyens comme les autres cultures telles que le café, le cacao. Vous qui êtes ingénieur des techniques agricoles, quelle est la place des céréales, on dira, dans le développement de l'économie? Les céréales ont une place importante en termes de consommation alimentaire. Lorsque nous prenons nos denrées alimentaires, ce que nous consommons chaque jour, les céréales occupent une grande place. Cependant, ce qu'il faut retenir en termes de productivité, nous ne sommes pas autosuffisants, ils sont loin d'être autosuffisants. Parce que l'État, les structures étatiques ne mettent pas une politique qui puisse permettre l'accroissement des productions. Au niveau de la recherche, par exemple, aussi, les semences que nous avons ne sont pas des semences qui puissent permettre d'avoir un bon rendement à l'hectare. Et puis comprenons aussi qu'avec les problématiques du climat, des changements climatiques, de la pédologie, ce sont des éléments qui constituent un frein à la production intensive de céréales. Parlons un peu, essayons de dresser ensemble un diagnostic du secteur, surtout pour les femmes qui y travaillent. C'est tellement la question de précarité. Qu'est-ce que vous avez observé durant toutes ces années pour ces femmes qui travaillent dans ce secteur?
Ce qu'on peut observer, c'est qu'évidemment, il y a une question de précarité, parce que ces femmes-là qui sont dans les cultures vivrières, et singulièrement dans le céréal, n'ont pas de constance dans leur production. Elles peuvent avoir une bonne récolte une année, et puis au cours de la deuxième année, avoir une récolte moins bonne. Et ceci est dû en ce qui nous concerne actuellement au changement climatique. Et on sait très bien qu'il n'y a pas d'irrigation dans le monde rural. Très peu de structures d'irrigation permettant de pallier au changement climatique. Donc évidemment, quand il ne pleut pas, la culture est moins importante. Quand il pleut trop, la production n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc vous comprenez que partant de là, il y a une grande instabilité de la rentabilité pour ces femmes-là. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'a pas de données fiables et on ne peut pas en tenir compte en macroéconomie. Donc à ce niveau, il y a certainement des études approfondies à faire parce que la question du changement climatique demeure, les difficultés demeurent, mais on n'ignore pas que le secteur céréalier apporte beaucoup, vous l'avez dit, en termes de consommation. En termes de consommation régulière. C'est assez important. Je vous donne quand même quelques chiffres. C'est environ 98 millions d'hectares de terres en Afrique qui sont occupés par le secteur céréalier, avec une production de autour de 168 millions de tonnes. Mais en termes de chiffres, c'est autour de 62 milliards d'euros, le secteur céréalier en Afrique. Mais est-ce qu'il existe des crédits dédiés à ce secteur, au secteur agricole, peut-être même en général? Est-ce que les banques, les financements? Comprenez que le secteur agricole en Afrique, il est problématique d'abord par son organisation. La banque prête l'argent à celui qui est fiable au remboursement. Ça, c'est un. Très souvent, le secteur agricole en Afrique, c'est des structures familiales qui ne sont pas constituées en entreprise. Or, la banque ne peut pas se permettre d'apporter un crédit à une personne dont on ne connaît pas l'identité en tant qu'entreprise. En Europe, par exemple au Brésil, c'est l'État qui est garant. Ça, c'est le rôle primordial de l'État. C'est l'État qui se porte garant d'accompagner le secteur agricole dans la production. C'est ce qui fait que vous voyez un pays comme le Brésil, l'Argentine, l'Europe ont une grande possibilité de production. Parce que l'État se prend l'engagement, même s'il ne peut pas donner de l'argent, à ce que la banque accompagne dans la mécanisation. Aujourd'hui, il est difficile en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, de voir une seule personne qui a 10 hectares, 20 hectares de production céréalière. Parce que la main-d'œuvre va poser problème. Pour pouvoir faire 20 30 hectares, il faut une mécanisation. L'avantage du Nord, c'est qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité d'utiliser, par exemple, la traction des animaux. Mais tous les secteurs ne peuvent pas le faire. Donc, si nous voulons résoudre le problème de la production céréalière, il faudrait que l'État joue pleinement son rôle. L'État amène les banques à accompagner ce secteur. D'accord. Avant qu'on en vienne à l'État et aux propositions, qu'est-ce que les acteurs du secteur eux-mêmes ils font? Maître, vous qui êtes aux côtés des femmes, et surtout de la plateforme des femmes pour gagner, vous êtes au parfum des réalités qu'elles vivent dans une telle situation. On dira, qu'est-ce que vous avez bien pu faire? Quelle initiative prise pour aider à améliorer ces conditions de travail et de vie de ces femmes? Écoutez, on essaie de faire beaucoup à la plateforme des femmes pour gagner. C'est ainsi que pour améliorer le rendement des femmes, on organise des conférences pour qu'on leur apprenne à connaître la terre adaptée à la culture qu'elles veulent entreprendre. Donc c'est déjà fondamental qu'on leur apprenne aussi à s'organiser de manière à avoir une bonne gestion de leur temps, parce que n'oublions pas que les femmes sont un peu au four et au moulin. Donc, il faut une bonne gestion du temps pour pouvoir arriver à une production suffisante. Donc, ça, c'est le côté de production. Du côté de l'industrie, on leur présente des industries, des sociétés qui peuvent, ou simplement des simples entrepreneurs qui peuvent leur aider à transformer leurs produits de manière sommaire dans un premier temps
pour ensuite elles puissent arriver à une meilleure transformation de leurs produits. On prend pour l'exemple Madame Coulibaly Alimata, qui est d'ailleurs de la plateforme des femmes pour gagner, qui est arrivée à un haut niveau de production, et cette dame-là entraîne les autres femmes à la transformation de leurs produits. Parce que n'oublions pas qu'elle a réussi à implanter des unités industrielles et elle transforme les produits en farine. Donc vous voyez que à la plateforme des femmes pour gagner, notre souci, c'est vraiment la plus-value pour la femme. Il faut qu'il y ait une plus-value dans ce qu'elle produit. Il ne faut pas qu'elle reste au stade primaire. Sinon, il y a une industrialisation primaire avec les femmes et leurs enfants. Ne serait-ce que piler le riz. C'est le début d'une transformation. Vous voyez? Mais ce n'est pas suffisant pour rendre le produit compétitif. Compétitif et pour l'exportation. C'est bien pour ça qu'on est obligé, malheureusement, en matière de riz, 70% de notre production en Côte d'Ivoire est importée, alors qu'il y a beaucoup de possibilités. Et tout ce que vous avez dit passe sûrement par une bonne formation. Ah, indispensable. Quels sont les besoins en termes de formation pour toutes ces femmes qui sont dans ce secteur? En termes de formation, il faut premièrement qu'elles apprennent à connaître les terres, pour qu'elles puissent choisir une terre adaptée à leur culture. Deuxièmement, il faut que les femmes se battent pour avoir un titre de propriété sur leur site de production céréalière, puisqu'on parle de céréalière. Autrement dit, il faut qu'elles aient un titre qu'elles puissent donner en garantie aux établissements financiers pour pouvoir accéder à la mécanisation. Or, il se trouve que très souvent, elles sont mises dans les bas-fonds. Ouais. Elles sont mises dans les bas-fonds, elles n'ont pas assez d'hectares pour cultiver. Et si par malheur, elles doivent quitter leur époux, elles partent sans rien et elles abandonnent leur culture. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Le problème essentiel, c'est vraiment l'accès à la terre. D'accord, parlons toujours de formation. Monsieur Bienvenu, vous qui faites des formations dans les zones rurales, quels sont les besoins que vous avez identifiés en termes de formation? Surtout qu'aujourd'hui, on est dans la digitalisation, on parle de mécanisation. Je rebondis sur ce que Maître a dit. Au niveau de la formation, elle a insisté sur des éléments. La terre, le travail agricole a pour substrat la terre. Lorsqu'on veut se mettre dans le secteur de la production. Effectivement, comme elle a eu à le dire, nos femmes en Afrique n'héritent pas des terres. Très souvent, c'est les hommes qui héritent des terres. Il faudrait que nous arrivions à trouver un compromis qui puisse permettre aux femmes d'hériter de la terre. Et à ce niveau-là, quel est le problème majeur que ça pose, le fait qu'elle Le n'hérite problème, pas les c'est terres? la femme, c'est 50% de la main-d'œuvre agricole. C'est 60% de la production agricole en Afrique. Aujourd'hui, personne ne peut ignorer l'importance de la femme dans le secteur agricole. Donc si elle n'hérite pas des terres, ça veut dire qu'elle n'a pas de pouvoir de décision, d'orientation personnelle à donner. Ça pose un problème. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui est important dans un secteur ne bénéficie pas de la terre? Donc tout ce qu'elles font, elles ne peuvent pas être dans la durabilité. Parce que du jour au lendemain, on peut lui arracher la terre. Okay. Donc il faudrait que des lois puissent exister à permettre des femmes avoir la terre afin que leur travail puisse être garanti. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, les cultures céréalières sont des cultures saisonnières. Ouais. Lorsqu'on passe d'une saison à une autre, très souvent, nous n'avons pas des femmes qui arrivent à faire des économies pour attendre la prochaine saison. C'est le problème de tous les secteurs agricoles. Donc, l'éducation financière devient fondamentale dans l'approche du développement rural avec les femmes. Comment permettre à la femme, après une saison de culture, de tenir le coup jusqu'à une autre saison? C'est l'éducation financière qui doit être ajoutée dans la formation. Pour qu'elles comprennent que dans la période creuse, il y a d'autres activités qu'elles peuvent mener pour leur permettre de tenir le coup.
Troisième élément, Oui, allez-y. mettre l'accent sur le volet transformation de ce qu'elles font. De façon traditionnelle, nos mamans, nos sœurs ont une connaissance de la transformation. Tous nous consommons le mil, la bouillie de mil, la bouillie de maïs. C'est un premier passage de transformation. Comment amener nos mamans à comprendre que le plus-value provient de la transformation de ce qu'elles produisent. Aujourd'hui, elles vont faire le champ de riz, le champ de maïs. Des personnes seront à Abidjan, vont venir prendre ça à mon coût, 100 francs le kilo, et on va revendre ça à Abidjan à 190, 200 francs le kilo. Tous ces travaux qu'ils ont fait avec la sueur, l'énergie, avec les enfants qu'elles font sortir des classes pour aller travailler, après la récolte, un mois après, elles reviennent au stade zéro. Donc, miser sur la transformation, donner des techniques de transformation, de conservation simples à nos mamans, nous permettra de résoudre quand même une partie du problème. D'accord, tout à l'heure, parlait de titres de propriété et autres. Est-ce que les femmes peuvent acheter des terres en Côte d'Ivoire? Oui, d'ailleurs, les femmes peuvent avoir des terres. Mais comment elles peuvent avoir ces terres? Et c'est d'ailleurs dans ce sens que va la plateforme des femmes pour gagner, parce qu'au mois d'avril, on doit aller à l'ouest pour faire une campagne, pour que les femmes apprennent comment avoir les terres. Ce qui a été déjà fait auparavant, mais on essaie de toucher toute la Côte d'Ivoire, toutes les femmes, de manière à leur donner un enseignement. Sinon, en l'état actuel de la loi ivoirienne permet que la femme puisse accéder à la terre. Il n'y a pas d'interdiction. Malheureusement, les réalités sur le terrain sont tout autres. La réalité sur le terrain est tout autre et elle est obligée d'attendre que son père, propriétaire terrien, je n'ai pas dit occupant des lieux, propriétaire terrien, ou décède pour que, au titre de la succession, elle puisse se battre pour avoir son droit. Parce que la loi ivoirienne portant sur les successions dit que la femme et l'homme sont à égalité dans le partage des biens. Donc, premier problème, acquérir les terres. Elle peut acheter les terres. Là, il n'y a pas de problème, mais combien de personnes sont suffisamment nantis pour pouvoir acheter des terres? Voilà la bagarre en ce qui concerne les terres. Troisième aspect du problème, on délivre des certificats fonciers selon une procédure qui est basée sur la tradition. Or, vous savez que la tradition privilégie l'accès de la terre aux hommes. Donc, évidemment, dans le circuit pour arriver à ce fameux certificat foncier qui est basé sur la tradition, il y a les chefs de terre, les chefs de village, il y a le comité de gestion des terres, et toutes ces personnes sont des hommes. Donc il faudrait qu'on arrive à ce que de manière officielle, c'est-à-dire de manière légale, on puisse accorder une place à la femme dans tous ces circuits, de manière à ce que véritablement et réellement elle puisse accéder aux terres. Nous sommes en train de voir comment le secteur céréalier peut devenir une industrie bien constituée. On voit en Europe, un peu en Asie, qu'il y a des femmes qui conduisent des tracteurs, des grandes machines. Est-ce que c'est un vœu pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, que les femmes également puissent être formées à l'usage de grandes machines pour éviter qu'elles se retrouvent tout le temps dans les bas-fonds, par exemple? Ce n'est même pas un vœu pour nous, c'est une obligation. Tantôt, je disais que la femme, c'est 50% de la main-d'œuvre agricole. Mais si nous n'intégrons pas la femme dans la modernisation de notre agriculture, nous serons toujours dépendants de l'extérieur. La Banque mondiale, dans son dernier rapport, dit qu'en Afrique, c'est 98 milliards que l'Afrique dépense chaque année pour payer à manger à l'étranger. Je prends un exemple simple. C'est-à-dire nos États acceptent de collecter nos impôts et ils prennent cet argent pour aller donner à l'étranger, pour qu'on nous envoie à manger. C'est l'image simple. On collecte les impôts,
on va donner à l'étranger et l'étranger nous envoie à manger. D'accord, donc de façon beaucoup plus concrète, nous allons entrer dans les propositions maintenant pour que tout ça, ça change et que cette industrie se développe, pour que celles qui sont les acteurs clés du secteur puissent effectivement bénéficier du fruit de leurs revenus. Quelles sont les propositions que vous faites? Nous sommes en train La d'aller première vers proposition, c'est l'accompagnement financier. Nos femmes sont battantes, elles sont courageuses dans le milieu rural. Un accompagnement financier, sécuriser les terres sur lesquelles elles vont travailler, les aider à maîtriser les techniques culturelles. Et quatrième élément, mettre en place des structures qui permettent la transformation de ces produits. Maître. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais ce que je voudrais ajouter concernant l'industrialisation, ce n'est pas la peine qu'on se lance dans la grande industrie avec des machines qui coûtent cher. Qu'on prenne l'exemple de pays asiatiques où il y a des petites industries de transformation. Et si chaque famille du monde rural a cette petite industrie de transformation, mais nous allons gagner et nous pourrons même exporter nos produits dans la sous-région pour compenser le manque à gagner de ces régions. Surtout que, du point de vue alimentaire, parlant des céréales, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de débouchés. Et toutes les propositions vont à l'endroit de qui? Les actrices elles-mêmes du secteur. Quand on parle de petite industrie, c'est les actrices elles-mêmes. Est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour le faire? Est-ce que c'est l'État de Côte d'Ivoire? Comment vous voyez cela? Ce que je vois, c'est que l'État de Côte d'Ivoire doit, comme elle le fait pour l'habitat rural, créer un fonds de soutien à l'agriculture pour les femmes, en particulier les femmes qui sont dans le domaine du céréal. Quel est l'avantage de ce fonds? C'est que ce fonds permet d'avoir des taux d'intérêt pas très élevés et permet de concéder une ligne de crédit aux établissements financiers qui, à leur tour, procéderont à une étude du dossier. Donc, il y aura un filtrage pour voir la rentabilité de l'entreprise que vous voulez mener. Ces établissements financiers pourront faire un prêt, accorder des prêts à un taux de 5%, à un taux de 2%, pourquoi pas, parce que derrière, il y a un refinancement. Donc, c'est extrêmement important. Deuxième chose, comme je le disais, il faut la propriété de la terre, mais ça ne suffit pas. Si vous avez la propriété de la terre, il faut aussi créer un fonds de garantie, comme c'est le cas, les fonds de garantie pour les entreprises commerciales. Il faut créer un fonds de garantie pour les femmes agricultrices, pour tout le monde de manière générale, mais pour ce qui nous concerne, pour les femmes agricultrices. Donc ces deux éléments sont importants. 3, fonds de garantie, un fonds de soutien de l'agriculture avec un taux d'intérêt intéressant et une ligne de crédit dédiée en conséquence. Et il faut aussi permettre l'accès de la terre aux femmes en les introduisant dans tous les circuits de délivrance du titre de propriété. D'accord, très bien. Aujourd'hui, on parle de digitalisation, de numérisation. Comment est-ce que ces outils-là peuvent être au service de ce secteur céréalier, surtout pour les femmes qui y travaillent? La digitalisation, elle est déjà en marche. Aujourd'hui, même dans le milieu rural, on utilise les transferts d'argent. L'inclusion financière de la femme en milieu rural est fondamentale. Lui permettre d'avoir accès aux informations du climat, aux informations de la pluviométrie, aux informations des paramètres techniques, des pathologies dans le milieu rural, surtout dans les langues, nous pensons que ce serait une solution. D'accord, la plateforme des femmes pour gagner, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, nous sommes à moins d'une minute. Oui. Si vous deviez parler aux femmes qui sont dans le secteur et qui n'ont de cesse de se prendre en charge, qu'est-ce que vous leur direz? Ce que je voudrais dire à ces femmes-là, c'est qu'elles ont la puissance dans leurs mains.
Et il faut qu'elles utilisent cette puissance pour apporter au pays, pour apporter au bien-être de leurs enfants et de leurs familles. Et pour cela, il faut qu'elles soient engagées, déterminées par la formation à arriver au bout de leur engagement de développer, de participer au développement de toute la Côte d'Ivoire en ce qui nous concerne. Merci, Maître Christiane Biti Kouyaté. C'est sur cet appel que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la plateforme des femmes pour gagner, la PFG. Vous êtes par la même occasion membre de l'ASCAD, pour ne citer que ces titres. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci également à M. Tano Begré, bienvenue, qui est ingénieur de techniques agricoles et puis directeur d'une plateforme. Merci. D'une start-up qui est dans le domaine agricole. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Merci, M. Moumou. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.